Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing, le rendez-vous de celles et ceux qui font de l'apprentissage le moteur de leur équipe. Je suis Baptiste Bézé, cofondateur de Team Bakery, une jeune entreprise qui aide les équipes à mieux travailler ensemble. Dans cette émission, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes de conviction qui pensent que l'épanouissement au travail passe par la curiosité, le test, l'erreur, l'échange entre pairs. Mon objectif pour les prochaines minutes est de vous embarquer avec moi pour comprendre les enjeux actuels de l'apprentissage au sens large, pour mettre en lumière les recettes qui ont fait leurs preuves, pour décrypter les tactiques et les bonnes pratiques d'acteurs à la pointe sur le sujet. En espérant vous inspirer dans votre démarche d'apprentissage, je vous souhaite une excellente écoute. Salut Mathieu, comment vas-tu ? Salut Baptiste, ça va très bien et toi ? Écoute, ça va plutôt bien. Je suis ravi de te recevoir dans Learning by Doing. Aujourd'hui, on va parler expérience collaborateur et en particulier expérience candidat, puisque toi Mathieu, tu es le CEO de Yago. Yago, c'est j'allais dire un outil, mais c'est plus qu'un outil, c'est un service C'est pour même aider les plus un organisations. service, ouais, effectivement. Ouais, c'est ça, c'est un service pour aider les organisations à bien parler aux candidats, à faire de l'animation sur ce qu'on va appeler du vivier de candidats, c'est-à-dire les gens qui reçoivent beaucoup de CV, beaucoup de candidatures, les aider à bien gérer cette partie-là de leur travail. On va revenir ensemble et on va vraiment approfondir le sujet de l'expérience candidat. Je pense qu'on va parler aussi pas mal de la marque employeur. Mais avant ça, Mathieu, je vais te passer la parole, je vais te laisser te présenter et nous présenter la solution Yago et puis les autres solutions, j'allais dire de la constellation Yago, puisque j'ai vu que vous travaillez sur plusieurs sujets, tous liés à ce sujet d'expérience candidat. Alors déjà pour faire un petit rapide parcours, comme la plupart des gens qui bossent dans le recrutement, je suis pas RH de formation. Je suis ingénieur en télécom. Et en fait, je suis tombé dans le recrutement un peu par conviction en me disant, j'ai le premier service que j'avais développé à l'époque, donc c'était il y a 10 ans maintenant, c'était un site de recrutement spécialisé sur les métiers du digital. Et en se disant, ce secteur est en train de se structurer, en particulier le e-commerce d'ailleurs dans le digital, c'était en train de se structurer et il fallait absolument aider les boîtes à recruter plus efficacement sur des profils et des métiers qui n'existaient pas. Et c'est comme ça que Emploi e-commerce est né, emploie-e-commerce.com. Et ça a duré 4 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est en étudiant les process de recrutement et comment ça se passait, les boîtes qui investissaient beaucoup d'argent pour attirer des candidats et faire en sorte que les candidats postulent, et en se rendant compte que, en fait, après la candidature, il y avait un espèce de drame. C'est que très souvent, le candidat, il avait pas de réponse, ou alors un pauvre message automatisé du genre, si d'ici 3 semaines vous n'avez pas de nouvelles, considérez que vous n'avez pas été retenu. Et ça, en fait, en termes de ressenti humain, et de ce qu'on appelle d'expérience candidat, du coup, ça pique. Ça fait mal. Et c'est comme ça que Yago est né. C'est de se dire, le job de recruteur, c'est déjà hyper compliqué, d'avancer, de mettre le bon candidat sur la chaise dans le bureau à la fin. Ça, c'est déjà hyper dur. Ils n'ont pas le temps d'aller traiter les gros flux de candidatures qu'ils peuvent recevoir. Et en fait, c'est pas un outil qu'il faut créer. Tu vois, t'as bien fait de corriger tout à l'heure. C'est pas un outil qu'il faut créer et mettre entre les pattes des recruteurs. Ils n'ont pas le temps pour utiliser les outils. Donc, il faut le faire à leur place. Et du coup, Yago, c'est une sorte effectivement de service client, mais pour candidats, où on vient assurer que chacun des candidats qui a postulé dans une boîte se sentira considéré et respecté en tant que personne, et qu'il aura une réponse qui va être hyper personnalisée, parce qu'on va même jusqu'à aller donner des conseils au candidat pour améliorer son CV. Et en étudiant le CV du candidat pour lui donner des réponses, on en profite pour qualifier le CV du candidat et le mettre dans des viviers, si jamais il a un profil qui correspond vraiment, hein. Et ce qu'on va faire au fur et à mesure, c'est après de maintenir le contact avec le candidat et de lui proposer les bonnes offres qui correspondent exactement à son profil. Donc en fait, c'est assez intéressant comme proposition de valeur pour les recruteurs. Hein. On leur explique qu'ils peuvent être des gens bien avec les candidats, répondre correctement à tout le monde, et qu'au passage, ça va leur permettre d'être plus efficaces parce qu'on va leur constituer et leur animer des viviers. Et si je prends 2 métriques un peu phares, l'année dernière, on a répondu à plus d'1 million de personnes. Et quand on fait des retours chez nos clients, on s'aperçoit que les différentes équipes de recrutement pour lesquelles on travaille, en gros, il y a un peu plus de 10% des postes qui sont staffés chez nos clients, avec des anciens candidats malheureux que Yago a
revaloriser, recycler, quoi. Et ça leur permet de leur montrer qu'ils sont assis sur un vrai tas d'or avec tout le flux de candidats qu'ils reçoivent, et de le réutiliser dans le temps, ça a une vraie valeur. C'est super clair. Alors, tu es déjà rentré super rapidement dans le vif du sujet. Est-ce que tu veux nous parler des autres Ouais, activités que tu as, j'allais dire périphériques ou qui complètent l'offre? en fait, pendant le confinement, avec Inès, du coup, dans l'équipe, on s'est posé pas mal de questions en se disant comment faire pour aider les recruteurs à mieux comprendre les candidats. On dit souvent que la mission de Diago, c'est d'essayer de réparer le recrutement et de le faire CV après CV, et de faire en sorte que les candidats se sentent mieux compris. Mais en fait, on a trouvé un autre enjeu, c'est qu'il faut aider les recruteurs à mieux comprendre les candidats aussi. Et on a vu des techniques, il y a plein de trucs, c'est pas toi que tu vas apprendre ça, mais d'aller s'inspirer d'autres métiers et de les appliquer dans le recrutement. Il y a une démarche de, en fait, pourquoi pas demander au candidat, quoi? Pourquoi pas demander son avis au candidat directement à l'issue du process de recrutement pour avoir un vrai feedback et savoir ce qu'on doit améliorer et savoir ce qu'on doit changer. Et c'est comme ça que Cask est né. Donc Cask, c'est Candidate et Ask, c'est C-A-A-S-K. Et la logique, c'est vraiment de l'UX appliqué au recrutement, au process de recrutement, et on vient poser des questions aux candidats. Donc cette fois-ci, sous Yago, c'est en marque blanche, ça n'existe pas aux yeux des candidats, hein. Mais Casque, c'est un tiers de confiance qui vient poser des questions aux candidats pour dire salut Baptiste, tu as passé un entretien chez Bidule, est-ce que tu peux nous faire un feedback très honnête sur tel item, tel item, tel item, tel item. Et comme ça, après, on va compiler tous les résultats et les redonner à Bidule pour l'aider à améliorer son process. Ce qui évite aussi au passage que des candidats déçus mettent des mauvais avis Ah en bah, il public, y a plein j'imagine. d'effets de bord un peu sympas, c'est que effectivement, si tu tends une bassine à un candidat pour qu'il crache son venin, il va le faire plutôt sur casque que de le faire sur glace d'or. Ok. Et, C'est... et Donc ça, c'est casque. ouais, c'est casque. Donc ça, c'était pendant le confinement, donc il y a 2 ans et des patates là. Et, et en fait, sur l'été dernier, on s'est dit, ok, le marché du travail va continuer à se tendre. Ça va être de plus en plus compliqué pour les entreprises de postuler. Pour les entreprises de recruter, mais du coup, nous, on brasse quand même un paquet de candidats. On répond à pas mal de gens, enfin, finalement, mais, et on met en vivier, pour le compte de chacun de nos clients, environ 30% de ces candidats-là. Donc 70% des candidats, on les rejetait dans la nature, alors qu'on avait leur CV, on sait qu'ils étaient dispo et en recherche, on sait ce qu'ils cherchaient, et on sait dans quel coin. Et on s'est dit, bah, ouais, ok, c'est fou, on est, nous aussi, et tous les recruteurs pour lesquels on travaille, il y a un truc de, c'est une donnée brute hyper forte et hyper intéressante. C'est sympa d'avoir répondu correctement à chacun des candidats, mais on va essayer de faire autre chose pour ces candidats-là. Et du coup, on est en train de lancer Galahad, qui est le troisième bébé, hein, G-A-L-A-A-D. C'est un service de, on a appelé ça comme étant du serrage de coude entre candidats et recruteurs. C'est-à-dire, on mutualise les 70% des candidats retenus, non retenus et non mis en vivier chez chacun de nos clients pour les rerouter vers les autres offres de chacun de nos clients. Autrement dit, D'accord. toi, Baptiste, tu as postulé chez Bidule, tu n'as pas été retenu chez Bidule, tu n'as pas été mis en vivier parce que ton profil ne correspondait pas aux enjeux de recrutement de Bidule, et Bidule, dans son message, va te dire bonjour Baptiste, désolé, on a trouvé un autre profil qui correspondait mieux aux attentes du poste, on a étudié votre CV et effectivement, vous ne correspondez pas directement à nos enjeux de recrutement à nous, mais on s'est serré les coudes avec plein d'autres entreprises pour vous aider, vous, cher candidat Baptiste, à trouver une solution. Et du coup, voici un lien d'invitation pour accéder à Galahad, qui est un lien personnalisé, qui est un lien temporaire, et un truc où c'est que sur invitation d'accéder à ce truc-là, pour que vous puissiez accéder, cher Baptiste, à toutes les offres d'emploi chez les différentes entreprises du réseau. Et toi, tu vas avoir ton accès pour accéder à Galahad, et tu vas voir toutes les offres qui correspondent pile à ton profil dans ta région pour ce que tu veux faire dans ton avec justement qui va correspondre à ton profil et ta sectorisation géographique. Ouais. Ok. On est sur encore une proposition de valeur assez éthique d'aider les candidats à rebondir, mais au passage un énorme ROI pour chaque boîte parce que comme ils se serrent les coudes entre eux, et ben ils arrivent à aller améliorer encore leur, leur canaux de sourcing. Ok.
Est-ce que tu aurais un exemple, notamment sur Yago, de projet que vous avez mené avec, alors tu nous as donné déjà quelques chiffres clés sur votre activité, mais sur effectivement, du point de vue client, comment il mesure son retour sur investissement? Parce que euh, c'est un service qui propose en plus aux candidats. Euh, enfin, l'idée, c'est de pouvoir mesurer aussi, va mettre en place Yago, un service client pour les candidats, comment ils mesurent bah, l'effet, le gain qu'il peut avoir sur effectivement le staffing des prochains postes, des choses comme ça. Est-ce que tu as Ouais. En fait, un petit retour d'expérience? ouais, pas mal de stats qu'on regarde. Premièrement, il y a quand même le NPS candidat. Si tu veux, le côté, enfin le NPS, j'aime pas trop moi comme stat. Je trouve que c'est souvent assez biaisé. Et surtout quand en termes d'expérience candidat, parfois en fait le candidat il te répond, si tu lui demandes juste un NPS, il te donne un NPS global qu'il a même en tant que client. Donc il vaut mieux lui poser des questions hyper précises sur quel est son ressenti direct. Mais ça, ce sont des KPI qu'on surveille et qu'on traite sur les clients sur lesquels on fait des mesures. Il y a 85% des candidats qui sont contents des réponses qu'ils ont pu avoir. Tu vois, ça fait un truc, mine de rien, ça commence à être très solide en termes de Hmm. satisfaction candidat. Et on regarde bien sûr le taux de recandidature qu'on arrive à générer chez chacun de nos clients. Donc avec ce que nous on appelle des campagnes de fidélisation, le fait de maintenir le contact avec chacun des candidats dans le temps, on s'aperçoit qu'il y a 21% des candidats qui repostulent. Parce que comme ils se sont sentis bien traités en postulant, je sais pas, chez Kilotou, chez Boulanger, chez Oui SNCF ou dans des boîtes comme ça, enfin nos différents clients, ou chez Mazar, tu vois, je sais que je crois qu'il y a des gens de chez Mazar qui sont passés aussi. Hmm. Si tu Mathilde, ouais. Mathilde, ouais. Et ben en fait, on arrive à faire repostuler en moyenne 21% des candidats. Et ces 21%, et ben, c'est eux qui donnent les 11% de recrutement. Donc réorganiser le matching à grands coups de bienveillance et de personnalisation des messages, en fait, ça marche. Et pour moi, c'est des bonnes idées qu'on n'a pas inventées, hein. Qu'on est juste allé piquer côté CRM, côté relation client, et juste dans tout le travail de personnalisation que le marketing a pu faire depuis quelques années, justement sur ce meilleur ciblage. C'est ce que j'allais te dire. En fait, on est exactement sur une des thématiques qu'on a eu l'occasion de discuter avec Mathilde Lecause de Mazar, qui était effectivement en quoi l'expérience collaborateur devient ou se rapproche de l'expérience client. Et je sais qu'avec Noémie Kempf, on a beaucoup parlé des communautés apprenantes. Il y avait Mhm. aussi exactement ce sujet de dire bah oui, en fait, les logiques marketing fonctionnent aussi très bien en interne dans la relation employeur-collaborateur. Donc effectivement, tu fais bien le pont sur ces sujets. Merci beaucoup Ouais. pour ces explications. On va reprendre un tout petit, enfin, je reprends un tout petit peu de hauteur. Ouais. Donc toi, depuis 10 ans, un peu plus, tu es confronté à ces sujets de recrutement. C'est quoi enfin, dans tes apprentissages, parce qu'on est quand même là pour Mhm. parler d'apprentissage, euh, les principales erreurs, je ne sais pas si c'est un top 3 ou un top 5 des principales erreurs que tu as vues en recrutement, sachant que faut quand même qu'on recadre un tout petit peu, parce qu'effectivement, on est parti vite dans le centre du sujet. Tu es quand même sur des métiers qui sont des métiers, j'allais dire, où il y a beaucoup de demandes, où il y a beaucoup de turnover. Donc, en fait, il y a énormément de volume enfin, de recrutement régulièrement. C'est quoi, toi, donc, du coup, enfin, je vais résumer ma question, le top, ouais, ton top erreur là-dessus, les choses vraiment auxquelles faire attention, à mettre derrière soi le plus vite possible pour proposer une expérience de recrutement la plus pertinente possible. En fait, le travers que je vois, il y a deux gros travers que je pense voir à chaque fois chez l'ensemble des équipes de recrutement avec lesquelles on avance. 9 fois sur 10, penser que avoir un outil, on pense que si j'ai un couteau, ça veut dire que je coupe. En l'occurrence, non, t'as juste le couteau. Et c'est pas parce que t'as un outil qui te permet de faire un truc que le truc est fait. Et c'est un peu le drame. On le voit sur beaucoup de boîtes qui sont d'ailleurs pas mal menées d'abord par le SI plutôt que d'être menées, enfin par le système d'information plutôt que d'être menées par le métier.
quand c'est le système d'information qui mène trop la danse, eux, leur job, ils font pas mal d'analyses AMOA et machin, et d'analyse du besoin, ils pondent un outil, et ils se disent, ok, le problème est réglé. En l'occurrence, dans les RH et dans ce qu'on peut voir, le fait d'avoir un outil qui te centralise tes candidatures, le fait d'avoir un outil qui permettrait de répondre à tes candidats, ça veut pas dire que tu réponds à tes candidats. Et il y a toujours un énorme décalage de ce qu'on... c'est vraiment... On a vu le marché évoluer largement là-dessus, sur cette posture de l'outil par rapport au fait de faire. Mais ce prisme de lecture de se dire, parce que j'ai un outil, en fait, le travail est fait, eh ben non. Il y a l'action de faire. Et le fait de faire a plus de valeur que le fait d'avoir l'outil. Mais parfois, c'est difficile de changer ce mindset. Je sais pas ce que t'en penses, je sais pas si t'as déjà été confronté à ce truc-là, mais t'as un truc la plus grosse, le plus gros leurre que voit et dans le process quand on vient expliquer ce que fait Yago et comment on le fait. Très souvent, il faut que je revienne à la charge plein de fois pour expliquer que c'est un service et que du coup, en fait, la promesse c'est que le travail va être fait et pas qu'ils pourront faire le travail. J'ai un parallèle peut-être. Alors, je suis 100% d'accord avec toi. Et après, tu avais un deuxième levier derrière, donc je vais essayer de faire une intervention courte. Mais si je dois faire un parallèle avec nos sujets qui sont plus sur des sujets learning, tu as souvent ça aussi, ou des directions. Et encore une fois, c'est pas pour charger les gens qui travaillent dans ces. Mais effectivement, il y a un poids de l'organisation qui fait que dans les directions formation, on s'équipe donc d'un LMS, d'un Learning Management Ouais, System. exactement le même En, problème. en gros, effectivement, une usine qui te permet de distribuer de la formation au plus grand nombre. Et on pense que parce qu'on a l'outil, les gens dans les équipes vont se ruer dessus pour aller se former, consommer de la formation, remplir leur fiche de temps et aller jusqu'au bout de leur programme. En réalité, une fois qu'on a un LMS, on a souvent fait que, je sais pas, 2% du travail. Le gros du travail, alors moi je parle effectivement de marketing de la formation ou d'accompagnement de ces programmes-là, il y a vraiment une stratégie qui est une stratégie centrée utilisateur, qui est très inspirée effectivement du domaine du grand public parce que sur la formation, on a un sujet d'économie de l'attention, c'est-à-dire en fait, la formation est en concurrence dans le quotidien des équipes avec plein d'autres trucs à délivrer, des moments conviviaux avec leur équipe, de la flexibilité dans leur travail, donc il faut trouver à la fois des modalités et des stratégies de communication qui sont cohérentes avec ça. Donc, pour conclure cette petite parenthèse, oui, je comprends tout à fait ton point sur l'outil. Et le deuxième point, c'est marrant, et c'est par cycle. J'ai l'impression d'être obligé d'y revenir par cycle. Mais en ce moment là, justement, on était sur le fait que le marché se tend, donc les boîtes ont du mal à recruter, ont du mal à trouver des candidats. Et j'ai l'impression que les effets de volume chez de volume de candidatures. Donc Yago, en gros, on travaille pour des recruteurs qui reçoivent entre de 4000 candidatures par an à plusieurs millions. Et, et l'idée, c'est, on s'aperçoit souvent que les volumes, même 4000 c'est beaucoup, que les recruteurs oublient qu'il y a un humain derrière chacun des CV. Et ils se disent, ok, si je le mets dans une bannette, si je le mets dans un coin de mon bureau en me disant je vais pouvoir le rappeler, c'est sûr le candidat va être trop content. Donc on oublie, les recruteurs oublient facilement ce côté ressenti humain que les attentes que l'humain qui est derrière le CV pouvait avoir au début. Donc nous, on milite sur le fait de, si en recrutement on veut créer des viviers et créer des viviers qui soient vraiment rentables et utilisables, il faut qu'ils soient remplis d'ambassadeurs et remplis de gens qui t'adorent. Parce que sinon, en fait, tu flingues complètement ton truc. Et c'est un peu le prolongement de cette logique de l'outil et du leurre qu'il pouvait y avoir sur l'outil, mais c'est ce truc de se dire, c'est capital que chacun des humains qui est en contact avec moi, si je veux pouvoir le rentabiliser dans le temps, il faut absolument qu'il ait eu la sensation et le sentiment d'avoir été considéré et respecté au démarrage. Et je milite contre tous les canaux d'acquisition de candidats qui ne hurlent, enfin qui ne crient que en fonction des volumes de candidats qu'ils peuvent amener à nos clients. En fait, c'est un leurre pour les entreprises de recevoir trop de candidatures. Parce que du coup, après ils se disent ah bah ouais j'ai plein de candidatures, donc du coup je vais pouvoir me constituer des viviers. Et en fait c'est rempli de gens qui les détestent. Donc cette réhumanisation du process de recrutement, c'est pour moi la phase clé
qu'il doit y avoir et le truc qui est en train d'évoluer, je pense, à la vitesse, à la vitesse de la lumière, sur cette logique de se dire, il faut absolument que quand je constitue des viviers, ils soient remplis de gens qui m'adorent. Et ça, je suis régulièrement obligé dans le process pour expliquer ce que fait Yago, j'ai une phase d'apprentissage avec les différents recruteurs que je peux avoir où je suis obligé de leur réouvrir les yeux sur le fait qu'il y a un humain derrière derrière le CV et que si oui, tu veux pouvoir le rentabiliser plus tard, eh ben, tu vas être obligé de lui faire vivre une expérience candidat qui soit dingo dès son premier contact. Donc, C'est hyper clair. tu vois, Ouais. c'est cette logique Hyper- tu prends les pieds dans le tapis dès le début. Mm. Et ça, je suis dans une phase en ce moment où je suis obligé de le redire, parce que tout le monde panique un peu sur comment on va faire, dans les prochains mois ça va être compliqué, et on a des objectifs de recrutement, et comment on va faire, et comment on va faire. L'expérience candidat, c'est de l'expérience, enfin, et le sujet du recrutement, c'est de l'expérience humaine avant tout. Donc il est capital que de ne pas se prendre les pieds dans le tapis dès le début du process. Et c'est ça, je pense, Mm. la prise de On conscience a, qu'il y a en ce moment. on a qu'une seule chance de faire une bonne première impression, quoi. Exactement, ouais. T'as ce truc-là de. Et après, tu vois, il y a des stats qui sont assez marrantes sur le marché commence à être de plus en plus mature. Il y a des stats de volonté de boycott maintenant des candidats, boycott commercial, hein, j'entends, des candidats. Mm. Qu'il s'agisse d'une marque B2B ou d'une marque B2C, en fait, c'est pareil. Je suis par exemple jeune auditeur, je vais reprendre l'exemple de Mazar. J'ai une mauvaise expérience avec Mazar en tant que candidat. Et ben en fait, quand je serai aux manettes dans 10 ans et quand je serai DAF, bah c'est peut-être pas Mazar que je vais choisir. Donc il y a des impacts aussi en B2B. On le voit bien sur Carrefour qui se met à mal répondre à ses candidats. Bah en fait le candidat il ira faire ses courses ailleurs. Mm. Et ça il y a des Et stats qui d'ailleurs, commencent à sortir qui éclairent aussi et qui remettent aussi le sujet du recrutement et de l'expérience candidat au milieu du business. c'est super intéressant. Tu me fais une transition sur une thématique sur laquelle je voulais t'amener tranquillement. C'est celui de la marque employeur. Parce que si on prend toujours ce parallèle entre expérience candidat, enfin, ou expérience collaborateur et expérience client. Alors oui, il y a les effets de j'ai une mauvaise expérience en tant que candidat, donc du coup en tant que consommateur, bah, je peux avoir un levier. Il y a un autre sujet qui est plus du point de vue de l'organisation, donc de tes clients. Euh, moi, j'ai une question qui est vraiment très, peut-être naïve, mais dans l'articulation que tu as entre, on va dire, la fonction marketing RH, donc Mhm. les gens plutôt en charge de effectivement la marque employeur, qu'est-ce qu'on fait, comment on se présente, quelles actions on a pour se faire connaître et faire comprendre ce qu'on fait, et la partie, j'allais dire, plus delivery, Ouais. cette approche un peu CRM, de dire bah, concrètement, nous on a des CV à traiter, on est dans de l'opérationnel, enfin on est dans des sujets opérationnels, et puis on a les opérationnels derrière nous qui toujours nous disent bah, j'ai besoin de monde, j'ai besoin de monde, j'ai besoin de monde, j'ai besoin de monde. Comment ça s'articule et comment, alors tu vois, on pourrait avoir dans un autre, si on continue à toujours faire ce travail de va-et-vient entre des fonctions plus commerciales et fonctions plus recrutement, de dire bah en fait dans la partie commerciale, il y a toujours une tension entre le marketing d'un côté et les ventes. Les commerciaux se plaignent de ne pas avoir assez de leads du marketing. Ouais. Les gens du marketing disent bah ouais, mais les commerciaux vendent n'importe quoi. Enfin, tu vois, il y a toujours cette tension et j'ai un tout petit peu caricaturé, c'est pour faire vite, Légèrement. mais globalement, t'as toujours cette mécanique de tension parce que tu as un flux à gérer derrière. Je pense que sur la partie, alors encore une fois, je ne connais pas suffisamment le domaine, mais j'imagine que tu as aussi cette tension sur des sujets de recrutement. Mhm. C'est quoi ton analyse là-dessus? Et tu vois, est-ce que tu as vu des bonnes pratiques justement dans une marque employeur au service alors, du recrutement, mais sur le point de vue opérationnel, quoi? Ouais. Si je déjà sur le côté réconciliation opérationnelle marque employeur, justement le marketing et les sales, si tu veux, c'est ce truc-là. Euh, Il y a un truc qui est souvent la marque employeur, elle a vendu de belles valeurs de bienveillance, respect, considération. Enfin, tu peux. On avait fait une étude d'ailleurs l'été dernier et il y avait un paquet de boîtes qui mettaient ça comme valeur phare sur leur site carrière en disant venez chez nous. Bon. Et après, bah, la déclinaison très opérationnelle de ces valeurs-là dans le process de recrutement,
Et déjà, quand tu reçois 30 000, 50 000, 70 000 candidatures par an, tu as du mal à la décliner opérationnellement. Donc en fait, on arrive avec Iago pour faire un peu le lien en rendant la marque employeur un peu pragmatique. Enfin, terrain, quoi. CV après CV. Et donc, on est là pour tenir les promesses, en gros. Et on est là pour venir en support opérationnel du recruteur. Donc, il y a ce double levier où on arrive à les faire un peu mieux communiquer. Et après, sur la logique justement de fidélisation des candidats, on se renourrit de la marque employeur pour fidéliser justement les candidats, maintenir le contact avec eux et faire en sorte qu'ils repostulent pour qu'ils reviennent se représenter devant le recruteur, devant le sales. Et ça, tu disais, c'est des mécanismes une sorte de newsletter. Enfin, en gros, ils sont Ouais, c'est du contenu. nurturés pour utiliser un bon jargon marketing. Bah, Et en fait, on c'est l'utilise aussi en RH, hein, en recrutement. ouais. Et du coup, concrètement, c'est quoi? C'est juste les tenir au courant Les des tenir au courant nouvelles de offres qui sont l'actu, les tenir au sorties? courant des engagements sociétaux de la boîte, faut voir quand Ok. sur des équipes tech, de les inviter à des meet-up, des choses comme ça, d'aller vraiment les prévenir Ok. pour maintenir cette petite flamme allumée de ah bah ouais, ça m'intéresse toujours d'aller bosser chez Mazar, ou oui, ça m'intéresse toujours d'aller bosser chez Grand Thornton aussi, mais ou ça m'intéresse toujours d'aller bosser chez Kiloutou. Ou Ok. chez, voilà. Et maintenir cette flamme allumée dans le truc du candidat, dans l'esprit du candidat, pour le remettre au service du recruteur. Pour le remettre au service de ouais, comme ça le recruteur il a effectivement un flux de profils qualifiés qui arrive vers lui. Donc ça, Et un des premiers trucs de réconciliation, si tu veux, entre ces équipes-là. Après, il y a un autre truc qui est assez marrant, c'est quand on discute avec des très grands groupes, la marque employeur, elle est souvent pondue dans une tour d'ivoire à la défense par des communicants. Et quand on se balade en région pour aller discuter avec les équipes de recrutement, la marque employeur, ça leur paraît loin, quoi. Et c'est assez intéressant d'aller re-rendre ce truc-là très concret aussi. Et ça, là-dessus, est-ce que la partie casque dans ton activité, donc la partie vraiment de design d'expérience euh, collaborateur, c'est un truc où vous arrivez à mettre autour de la table bah, les recruteurs, mais aussi les gens qui sont plus en amont sur la partie. Alors, marque employeur, c'est pas que de la com, mais tu vois, sur Ouais, cette partie vraiment, justement. comment on conçoit les messages et justement, derrière, comment les opérationnels vont décliner ces messages-là. Qui Lui, dans les newsletters, qui dans la présentation des job desks, des choses comme ça. on n'en est pas là. Ok. On n'en est pas là. Tu sais, l'UX design, c'est pas un truc que tu peux appliquer tout de suite. Mm. J'adorerais qu'on puisse aller jusqu'à ce truc-là, mais pour l'instant, on en est au stade où recueillir le feedback du candidat, c'est lui poser des questions de manière très pragmatique sur bah, et comment t'as postulé, combien de temps ça t'a pris, est-ce que ça t'a paru long, tu vois, on est sur des trucs beaucoup plus terrain sur la mesure enfin, le feedback qu'on va demander au candidat. Combien de temps ça t'a pris pour postuler, voire des questions assez intéressantes quand un candidat traverse un process de recrutement où il a des entretiens. Quand Casque va lui poser la question de savoir si le profil s'est senti discriminé dans le processus de recrutement, ça devient hyper intéressant. Mm. Parce que du coup, on arrive à mettre le doigt sur certains sujets en posant des questions directement au candidat et comme un survey qui serait très éthique de savoir s'il y a eu un ressenti de discrimination de la part du candidat et qui permet d'aller effectivement après porter des sujets pour faire changer des pratiques. Mais on n'en est qu'au balbutiement de ce truc-là, de demander à un candidat qu'est-ce qu'il a pensé de la marque employeur et ce genre de choses. On l'a fait si quelques fois d'aller faire des recueils de feedback par rapport à la marque employeur ou une posture ou une campagne de marque employeur, d'aller demander au candidat qu'est-ce qu'il en a pensé. Mais pour l'instant, on en est au stade où il faut on fasse avancer la maturité d'abord sur l'ingénierie de recrutement et le process de recrutement. Ok, c'est super clair. Merci beaucoup là pour tous ces insights. Je propose qu'on passe à une autre partie. Là, on a beaucoup parlé effectivement j'allais dire de tes clients, mais en tout cas des challenges au niveau des organisations. Ouais. Ça m'intéresse aussi d'avoir ton regard sur, parce que tu traites pas mal de CV, et on l'a vu, mais du côté aspiration candidat.
alors, j'ai cru comprendre que tu as vraiment différentes typologies de métiers à couvrir et donc de candidats derrière. Je pense que peut-être que les aspirations de quelqu'un qui va travailler, je sais pas, dans un magasin chez Kiloutou sont pas tout à fait les mêmes que effectivement un jeune auditeur qui rejoint Mazar. Mais on parle beaucoup, euh, au moment où on parle, on enregistre fin 2022, de la démission silencieuse, quiet quitting, de la quête de sens dans notre travail, qui est sans doute un effet à rebond de la période pandémique qu'on a tous vécue. J'imagine que toi, tu vois ça d'une manière ou d'une autre dans le Ouais. challenge que et tes clients et vous avez à traiter en répondant aux candidats. Est-ce que tu as enfin, tu vois, c'est quoi, toi, ta grille de lecture là-dessus? C'est quoi les principaux enjeux du point de vue, alors, soit en termes de répondre aux aspirations, ou simplement les aspirations que toi, tu vois se dégager en ce moment dans les process de candidature? Alors effectivement, le champ il est hyper vaste sur les différents candidats qu'on peut adresser. Ça va du BTP à de l'audit, mais on bosse pour de l'intérim et où on est en train de déployer chez McDonald's. En fait, les motivations des candidats, elles sont radicalement différentes en fonction des différents profils. Il y en a où, enfin, c'est une réalité très terrain et on le voit, enfin, l'inflation et ce genre de choses. Payer les factures, ça reste une motivation de pas mal de gens, hein. Mm. Et trouver un job le plus vite possible, ça reste une motivation pour pouvoir payer ses factures de beaucoup, encore beaucoup de monde. Et donc, dans les aspirations qu'on peut voir, c'est marrant, on avait fait des études post-Covid sur, enfin post-confinement et tout ça, il y a plusieurs mois maintenant, mais il y avait un truc qui était remonté en flèche, c'était les valeurs défendues par l'entreprise et justement ce qu'elle représentait et l'éthique de la boîte. En premier, il y a toujours le salaire. Enfin, en fait, faut arrêter de se leurrer. En première motivation, il y a toujours le salaire. Et d'ailleurs, tout le mouvement qu'il peut y avoir sur justement tout le marché du recrutement qui se structure pour mettre en avant le salaire, qui était une donnée qui était relativement cachée par Mm. beaucoup d'entreprises, euh, pour des effets de benchmark ou pour des trucs comme ça, en fait, ça devient tellement mandatory aux yeux des candidats, et c'est un déclencheur de candidature, de mettre le salaire. Donc il y a vraiment deux écoles, il y a ceux qui sont pro et ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, mais en fait, c'est une telle demande des candidats qu'on n'a plus le choix là, il faut y aller. Et il faut y aller, mais il commence à y avoir. Indeed notamment s'est mis à forcer le fait de mettre le salaire des candidats. Bon, bah, il y a des recruteurs, des petits malins qui mettent entre 0 et 2 millions d'euros comme salaire. Euh, Tu vois, c'est un truc où c'est se foutre de la gueule du candidat, quoi. Et Ouais. bon, mais c'est une vraie demande. Et après, les valeurs défendues par la boîte et l'éthique de la boîte font que, bah ouais, enfin, en fait, une boîte comme Total, elle a toujours un volume de candidatures important, hein. Mais en fait, vu les stats et les aspirations des candidats, c'est à peu près sûr qu'il a commencé à descendre, hein. Peut-être Mm. plus vite que dans les autres secteurs, hein. Et Total, on en a quand même besoin. Donc c'est quand même un truc où c'est une boîte qui rend service à beaucoup de Français, hein. Mais c'est juste que les gens, ils ont moins envie d'aller travailler pour un truc qui est, disons, perçu comme étant une boîte de pollueurs. Alors qu'en fait, pas que. Il y a plein d'autres trucs bien chez Total, mais c'est juste que il y a cette aspiration de à quoi sert la boîte? Qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est la mission de la boîte? Que je sois comptable ou pompiste, hein. Qu'est-ce que fait Mm. la boîte? Et c'est sur pourquoi j'ai envie, dans quel bateau j'ai envie de monter, pour quel idéal. Et ça, c'est un truc qui se décide, qui se voit dans les attentes des candidats, qui est de plus en plus flagrante. Hyper clair. Et alors, ça concerne pas tous les candidats, mais parce qu'il y a quand même, faut le rappeler, une grande partie des métiers qui ne sont pas télétravaillables. Euh, Est-ce que là-dessus, alors peut-être sur les fonctions, tu vois, on parle beaucoup de bazar d'audit, mais tu vas parler Ouais, ouais, d'Auditon mais aussi, donc les métiers enfin les les métiers métiers de service, quoi. ouais, Les métiers qui de sont service. télétravaillables. Ouais. Est-ce que ça, c'est un truc qui revient encore et c'est derrière nous, c'est-à-dire en gros, si t'offres pas de télétravail, bah t'es hors course ou t'as Ouais, observé ils l'ont tous d'autres mouvements maintenant. récemment? Ça y est, c'est acté, hein. Ouais. Ça y est, c'est rentré. C'est rentré, en Ok. fait, ouais, pour prendre des métiers de service, mais pour attirer des techs, si tu mets pas directement dans ton annonce que tu as du télétravail et combien et comment, en fait, c'est même pas la peine. Et c'est complètement à l'heure que de se dire que, enfin, il faut jouer la transparence, c'est un acquis social.
sur des Mm. métiers de service. Et du coup, bah, c'est pas au mieux offrant, c'est pas au plus offrant à chaque fois, mais il faut le mettre. Enfin, c'est un truc où on ne reculera pas sur ce sujet. Hyper clair. Les attentes des candidats sont tellement, on se sont habitués et à la vitesse de la lumière, ils sont très très bien habitués au confort du télétravail et du coup, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Donc, Ok. et tout le monde s'y est mis, en fait. Tout le marché du recrutement a joué carte sur table sur ces trucs-là, sur les rythmes, sur les conditions, sur comment ça se passe. Donc non, pas vraiment de, enfin, ça a été appris par les recruteurs, ça a été appris très très vite, et maintenant c'est un mandatory. Ok, super clair. Bon Mathieu, c'est super riche. J'ai quelques dernières questions à te poser, Dis-moi. qui sont plus des questions prises de recul. Depuis que tu as lancé Yago, c'est quoi le plus gros apprentissage que tu as fait, à la fois sur votre métier et aussi sur je veux dire, sur la création de l'entreprise, sur le projet au global? Est-ce qu'il y a un truc où tu t'es dit, bon là, ok, il y a eu un avant, un après, que tu pourrais nous partager? Il y en a deux. Je Ok, vais t'en raconter deux. je, je, je prends les deux. Iago, il y a 5 ans, sur l'expérience candidat, on était un peu tout seul dans le désert à dire répondez à vos candidats, c'est important. Et du coup, c'est marrant, le gros apprentissage, je me disais, ça tombe tellement sous le sens que forcément tout le monde va être d'accord avec nous tout de suite. C'est tellement obligatoire en fait d'être poli avec ses candidats et d'être respectueux de ses candidats que tout le monde va forcément être d'accord avec nous tout de suite. Et, et je le vois en tant qu'entrepreneur et en tant que... Ça fait 5 ans quoi. Tout le marché là maintenant est en train de nous dire ok c'est cool, vous aviez raison, c'est très bien, merci. Mais pourquoi est-ce que vous l'avez pas fait déjà il y a 5 ans? Et cette espèce de laisser le temps, l'apprentissage de laisser le temps aux gens et du coup dans la stratégie entrepreneuriale de se dire ok tu plantes la graine mais il faut que tu en plantes beaucoup et puis il y a un moment où les gens vont maturer sur le sujet et se dire ah oui ok mais tu peux pas forcer les gens. Et le gros d'apprentissage je pense c'est cette logique de laisser le temps aux gens et ça marche pour les clients, ça marche pour les équipes. Et je continue de me freiner hein, tout le temps, surtout sur le management des équipes, mais laisser du temps, quoi. Euh, Toujours accepter qu'il faille un peu de temps à chaque fois, et, et que bah, même si tu es très optimiste en te disant que ça va prendre pas beaucoup de temps et que ça va avancer, ça va toujours prendre le quadruple. Alors, ça se voit pas parce que on enregistre de l'audio, qu'il n'y a pas la vidéo, mais je souris, je plus sois, effectivement. Je pense que la patience, c'est le plus gros apprentissage de l'entrepreneuriat. Ah là là, et mais c'est une frustration. C'est autant une frustration qu'un levier d'apprentissage, mais je trouve que laisser le, laisser le temps, ouais. Et après, en fait, il y a le truc à partir du moment où c'est un choix éclairé de la personne, de se dire, ah bah oui, en fait, euh, il a, il a maturé le sujet, ou c'était juste parce que c'était pas le bon moment, puis là, ça devient le bon moment. Euh, En fait, le truc, il est beaucoup plus puissant quand ça vient de la personne. Pour que la personne se dise, ah oui, je vais déployer Yago parce que en fait, j'arrive pas à répondre à mes candidats tout seul. Ok, mais il a fallu du temps. Et il a fallu que la personne, elle décide d'elle-même de faire ça. Donc il fallait lui laisser du temps. Et pour les équipes, c'est exactement pareil. Et après, il y a un autre truc, ça va te faire un peu plaisir, c'est sur le côté justement formation. C'est marrant, j'ai l'impression que par rapport aux générations d'avant, euh, il y avait moins cet accent et cette envie et cette conscience de vouloir se former et vouloir en fait être en perpétuel apprentissage. S'il n'y a pas de l'apprentissage, les gens se lassent. Et il y a des profils, je parle là plutôt en tant que manager qu'en tant que... Mais il y en a qui sont curieux par nature et qui vont se former tout le temps, il y en a où il faut leur baliser du temps. Il faut les forcer à baliser du temps. Et quand j'ai pris conscience de ce truc-là, dans la boîte, nous, le mercredi après-midi, il est sanctuarisé pour que les gens y puissent justement se former, faire de la veille. Tu vois, ils se mettent de côté les trucs où ah je le lirai plus tard. En fait, il a fallu baliser du temps pour que les gens puissent
lire, faut que ce plus tard arrive, quoi. Qu'ils aient le temps d'aller lire les trucs qui se sont mis sous le coude, se former sur tel ou tel sujet, et que ça puisse avancer. Chez nous, il n'y a pas de réunions qui sont calées, enfin, le moins possible, sauf urgence, qui sont calées le mercredi après-midi. Pas de point client, pas de trucs comme ça. C'est du temps balisé, ça s'appelle la blanquette d'ailleurs chez nous. Euh, et c'est le fait de baliser du temps pour que les gens puissent faire leur veille, se former, avancer sur des projets un peu connexes qui vont, pour les techs, les aider à monter en compétence sur des technos qu'on nous on va utiliser dans quelques temps, mais on aura besoin qu'il y ait quelqu'un qui soit pointu sur la techno, donc en fait il faut attaquer dès maintenant, et savoir ce qui se passe sur le marché, et bref. Et donc le deuxième point, c'est le besoin constant de se nourrir et le besoin constant d'être en apprentissage. Parfois il faut vraiment le baliser, quoi. Il faut Hyper, c'est hyper clair et je trouve que c'est un chouette rituel que vous avez. Je l'ai pas vu beaucoup. C'est marrant, on le met dans nos annonces d'emploi maintenant. Parce qu'en fait, on Bah, a vu que c'était un t'as raison. élément hyper fort et les candidats C'est nous en un élément parlent. de la culture, quoi. Ouais, exactement. Bon, bah là, tu l'as dévoilé, donc va falloir que tu trouves autre chose bientôt. Non, non, ah, mais c'est un truc et c'est pour le coup, c'est même assez humain par rapport à ce que je disais, par rapport à la génération d'avant ou quelques générations où les gens, en fait, s'ils faisaient leur taf et s'ils apprenaient pas forcément, ils étaient pas frustrés. Et ben en fait, là, il y a une vraie frustration si les gens sont pas en perpétuel apprentissage. Et pour éviter cette frustration, bah, t'es un peu obligé de sanctuariser du temps dans l'agenda. Ok. Et toi, Mathieu, comment tu apprends? Est-ce que tu as des routines? Est-ce que tu as des. Au-delà de ce mercredi après-midi, est-ce qu'il y a des choses que tu fais pour t'assurer de garder un peu des yeux hors du flux des urgences, de l'opérationnel, un peu en vigie pour suivre ce qui se passe? Ouais, j'ai et ça a d'ailleurs peut-être été un sujet dans la boîte, c'est que pendant longtemps il n'y avait pas de commerciaux chez nous. Je crois que j'adore ça, de discuter avec des recruteurs. Je, je, je devrais peut-être être psy pour recruteurs. J'adore écouter les problèmes que les gens ont et d'essayer dans ma tête après de trouver des solutions à ces trucs-là. Mais l'apprentissage pour moi et la connaissance du marché ne se fait que en discutant avec des gens. Et donc du coup là, depuis quelques mois maintenant, il y a une équipe commerciale qui commence à se staffer, hein, mais je, je garde constamment un contact très rapproché avec nos clients, nos prospects, parce que l'échange humain, très clairement, des discussions avec des DRH ou des directeurs de recrutement, je prends des leçons Hmm. et de management, de suivi des équipes et de comment ça se passe, et de quels sont leurs enjeux, c'est ma veille à moi, quoi, de discuter avec eux. Et ça, je pense que c'est de l'échange humain, moi, le principal driver. Et après, bon, j'aime bien tout ce qui est témoignage, les podcasts et consorts, mais une vraie discussion avec un humain est souvent hyper enrichissante. Voilà mon. Hyper clair. C'est un CEO qui fait les premiers rendez-vous commerciaux. Il n'y en a pas tant Hmm. que ça, mais en fait, je crois que je suis désolé, mais j'adore ça. Hyper clair. Est-ce qu'il y a, alors on arrive sur les toutes dernières questions, est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent te contacter? C'est quoi le médium le plus simple pour avoir une discussion justement avec toi? LinkedIn. Ok, LinkedIn, sans LinkedIn. problème. Comme, Je... comme 70% des invités sur ce podcast, je ça- sais pas pourquoi je pose encore la question. Non, il y en ouais, a certains qui donnent leur email en live. ouais, bah, sinon, Mais mpenet@yago.co, mais LinkedIn, c'est quasiment aussi lu que mon- ma boîte mail. ok, très clair. Est-ce qu'il y a une actu sur Yago? Alors tu disais vous sortez une nouvelle offre là tout bientôt. Ouais. Est-ce que tu as un lien alors, je pense que si les gens vont sur ton LinkedIn, ils trouveront des choses au moment où l'épisode va sortir. Mais est-ce qu'il y a un lien plus direct Hmm, pour non, en savoir plus? bah, pour en savoir plus, on peut en discuter parce que chaque problématique recruteur et des équipes de recrutement sont différentes. Mais en tout cas, pour l'instant, cette proposition de valeur de proposer à toutes les boîtes de se serrer les coudes entre elles et que ça soit au bénéfice des candidats, euh, ouais, il y a beaucoup de boîtes qui vont nous suivre. Ok, hyper clair. Et enfin, dernière question, je pose
à tout le monde. Est-ce qu'il y a une personne de ton réseau qui font absolument qu'on reçoive dans Learning by Doing pour parler, tu as vu, d'apprentissage au sens large, alors peut-être de sujet plus formation si jamais tu le souhaites, mais globalement, est-ce que tu as quelqu'un de ton réseau à nous conseiller? Un recruteur, Ouais, une recruteuse. je vais d'ailleurs lui renvoyer la balle parce mais c'est marrant, on voit ce que j'adore, pendant longtemps, pendant des années, les DRH étaient d'abord issus des équipes de relations sociales. Et il commence à y avoir des anciens recruteurs ou des anciens directeurs du recrutement qui montent des RH. C'est un excellent signal. Et du coup, je vais t'en citer un, Michael Moyen-Pédone, qui est le DRH de Mythique. Bah oui, mais qui est un client en plus. C'est bien. Et Bah oui, j'ai son contact pour le coup. Ah bah, vas-y. Et ben on va inviter Mickaël. S'il nous écoute, clairement, normalement il y aura un mail dans ta boîte mail. Vas-y. Et c'est ce signal que les directions des RH soient prises par des anciens recruteurs, j'adore ce signal renvoyé, et Mickaël est l'exemple typique. Ok, et ben écoute, l'invite est parti. Je te remercie infiniment, Mathieu. C'était super riche. On a bien défriché le sujet de l'expérience candidat, des enjeux du recrutement, des enjeux de la fidélisation des candidats, même s'ils n'ont pas été retenus. Je pense qu'on a fait un petit panorama aussi bien utile des aspirations actuelles de ces candidats. Donc, merci infiniment de ton temps et merci, pour la richesse Baptiste, pour l'invitation. des insights. Mais bah écoute, c'était vraiment un plaisir. Il me reste à souhaiter une bonne suite de journée à nos auditrices, nos auditeurs qui nous ont suivis jusqu'ici. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Learning by Doing. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup Mathieu. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous souhaitez aller plus loin et commencer à développer une culture de l'apprentissage autour de vous, pensez à vous abonner gratuitement à notre sélection hebdomadaire d'outils pratiques pour animer votre équipe. C'est disponible via le lien qui est en description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. C'est la meilleure façon de le faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser un petit mot en commentaire. On lit tout et ça nous aide beaucoup à nous améliorer au fil des épisodes. Merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.